Voilà, parole directe avec M. Boubacar Diallo, président de la coalition Forum des partis politiques FPP. Et donc, il était de tous les rendez-vous en ce qui concerne donc la médiation des religieux avec l'équipe du Premier ministre. M. Diallo, bonjour. Vous voulez porter le casque? Bonjour. Non, c'est bon. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. Merci. Et je dis bonjour à toute votre équipe et à vos millions d'auditeurs. Bien. Une fois encore, bienvenue. Talibé Bari. Alors, M. Diallo, vous étiez au cœur des négociations avec les religieux. La question que nous nous posons, c'est comment en est-on arrivé à ce que l'on appelle aujourd'hui l'échec de la médiation des religieux? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que pour faire très simple, on peut dire que c'est un manque de volonté du gouvernement en général et puis du CNRD en particulier. Parce qu'il vous souviendra que nous avions annoncé des manifestations les 9, 15 et 20 mars. Et je crois que le Premier ministre a usé de son droit en tant que promoteur, plutôt, je crois, promoteur du dialogue. C'est ce qu'il nous a dit. Et pour nous demander de venir autour de la table, n'ayant pas confiance au gouvernement, ça n'a pas commencé par eux, même l'ancien régime c'était comme ça, et nous avons dit non. Mais il est passé par les religieux, et ceux-là ont fait le tour des QG, des membres, voilà, des coalitions, exactement, membres des forces vives de Guinée. Je voulais rectifier, c'est Forum des forces politiques. Forum des forces politiques. Voilà. Donc, ils nous ont demandé de venir autour de la table et de les voir eux. C'est ce que nous avons fait. Parce que tout le monde disait à un moment donné que si on refusait à ces religieux, qu'on allait perdre la bataille de l'opinion. Et je crois que nous avons fait notre possible. Nous étions là. Depuis le 13 mars, on a ouvert les négociations. On a eu 5 rounds de négociations. Il n'y avait rien de nouveau qu'on réclamait, puisque avant d'arrêter, et même avant d'aller au manif, nous avions dit dans nos déclarations nos préalables qu'il fallait remplir. Ce n'est pas la mer à boire. Donc, c'est ce que nous avons examiné pendant les 4, je dis bien les 4 rounds de négociations. Nous avons examiné, nous avons d'abord tout mis sur la table. Le premier point, c'était l'arrêt du harcèlement des leaders politiques et de la société civile. Et certains sont incarcérés depuis un bon bout de temps sans être jugés. Nous avons parlé de ça. Nous avons aussi dit qu'il fallait simplement l'application de la dernière décision de la CEDEAO du 4 décembre, je crois. Donc, et nous avons dit aussi qu'il faut quand même respecter la charte de la transition en son article 8 qui disait qu'il consacre quand même la liberté d'expression et de manifestation. Donc, nous avons demandé, c'était les 3 premiers points qu'on demandait. Donc, mais le Premier ministre est venu nous dire, écoutez, vous avez dit globalement, je ne suis pas informé s'il y a des leaders politiques arrêtés parce qu'ils font de la politique. Nous voulons rentrer dans les dossiers. Ça, c'était déjà le premier jour où il est venu? Le premier jour, oui, exactement. Donc, nous avons commencé ce jour et le deuxième round, nous avons expliqué dossier par dossier. Je peux vous dire qu'il nous a demandé de faire un résumé de chaque cas. Chaque situation. Chaque situation. Chaque préalable. Chaque situation, je vous dis, chaque préalable. Et on a commencé par le premier cas. Par exemple, le RPG, tous ceux qui sont interpellés au niveau qui appartiennent à la coalition RPG, ils ont fait tout, ils m'ont amené à moi. C'était moi d'ailleurs qui avait été désigné pour collecter tout ça et transmettre. C'est ce que j'ai fait. L'ANAD a fait la même chose. Le FNDC politique a fait la même chose. Et le FNDC aussi a fait la même chose. Donc, j'étais au centre. C'est moi-même qui ai collecté tout ça et qui ai transmis. En tant que rapporteur. Voilà. Ils ne m'ont pas désigné comme rapporteur. C'est au moment où on se quittait, ils ont dit, bon, écoutez, M. Diallo, bon, vous allez essayer de donner tout à M. Diallo, il va nous transmettre. C'est ce que j'ai fait. Bien. Donc, je sais du début jusqu'au moment où on a décidé de quitter la table, j'étais autour de la table. Et j'ai échangé, souvent d'ailleurs, avec certains émissaires même de la primature. D'accord. Donc, je sais de quoi je parle. Alors, qu'est-ce qui se passe après? Nous avons parlé de tout ça. Deuxième round, la même chose revient
bon, je vais aller voir, je me suis informé pour tel cas, oui, c'est possible, mais vous savez, il a commencé à expliquer. Donc, on a compris que réellement, le Premier ministre avait la volonté. Il s'est franchement informé, cas par cas. Bien, alors c'est le moment, M. Diallo, de tout dire. Sans langue de bois, et déjà Étienne l'a commencé, il faut que vous terminiez. Sur chaque dossier, qu'est-ce qu'il a dit clairement? Est-ce qu'il était impuissant? Est-ce qu'il y a des gens qui bloquent? On veut tout savoir puisque déjà tout a capoté. Même si on espère que ça doit réussir pour éviter le pire. Mais on va observer d'abord la pause et M. Diallo va tout déballer. La parole directe avec notre invité prestige et politique du jour, bien entendu, M. Boubacar Diallo. Oui, Lincoln, on va continuer avec vous. Oui, M. Diallo, après le Conseil des ministres hier, nous avons suivi la conférence de presse animée par le porte-parole du gouvernement qui avait dit que le Premier ministre allait vous recontacter. D'ailleurs, il disait que vous étiez donné 10 jours lors du dernier round pour vous retrouver et aujourd'hui, ils ne comprennent pas pourquoi vous avez claqué la porte. Est-ce que c'était la vérité? Si je peux lire ces propos rapportés par la cellule de communication du gouvernement, il s'était engagé à se revoir, c'est-à-dire le Premier ministre et vous, il s'était engagé à se revoir dans 10 jours au cours desquels ils vont examiner les points qui ont été soulevés par les forces vives. Bon, écoutez, je crois que le Premier ministre a mal interprété ce que nous nous sommes dit. Le dernier jour... C'est Ousmane Gawal qui parle, hein? Oui, je sais, mais il parle au nom du Premier ministre. Ça veut dire que ça lui a été rapporté. Il est le porte-parole du gouvernement. Je crois qu'il a très mal interprété ce que nous nous sommes dit. Il nous a demandé, d'abord, c'était la première fois qu'il venait en retard, ce jour. On avait rendez-vous à 14h, il est venu vers 15h. Bien. Donc, 1 heure de retard. Mercredi surpassé. Oui, 15h. Et après, nous, on a cru comprendre que quelque chose n'allait pas. Mais en réalité, il avait appelé pour dire qu'il avait d'autres obligations de reporter à 15h. Mais comme nous étions tous là, je crois que les gens qui étaient au niveau des affaires religieuses ont peut-être eu peur de nous dire parce qu'ils ont vu qu'on était vraiment agacés et on voulait partir. Donc ils sont venus nous calmer. Attendez, il est là. Et il est arrivé entre-temps. Il a eu un entretien de 40 minutes avec les religieux. On s'est dit, il y a Anguille sur roche. Ou peut-être que... à huis clos avec les à huis clos, avant de nous rencontrer. Et quand il est venu, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est pour nous prier qu'on a vu ce qui se passe entre lui et son ministre de la Justice. Donc, vraiment, les choses sont en train de bouger. Celui-là doit rentrer dans 48 heures, je crois, au plus. Mais de lui donner 10 jours pour qu'il puisse vraiment régler les problèmes. Donc là, en vous disant, vous voyez ce qui se passe entre mon ministre de la Justice et moi. En vous disant ça, cela est symptomatique donc de l'incompréhension, la guéguerre qu'il y a entre les deux, dont on a parlé dans les médias. Je peux vous dire aussi que nous, à notre niveau, nous nous sommes dit que c'était simplement un jeu. D'accord. On a échangé, on a dit que c'était un jeu. Mais on va aller jusqu'au bout. On ne s'attendait pas à grand-chose, honnêtement. Franchement, on ne s'attendait pas à grand-chose. Donc, quand il dit qu'on lui a donné 10 jours, on ne l'a pas donné 10 jours. On a dit, écoutez, laissez-nous nous concerter. On les a laissés autour de la table. Nous sommes partis à côté dans un autre bureau qui nous ont donné. On a échangé. N'oubliez pas que nous sommes mandatés. Il y a des coalitions où les leaders sont à l'étranger. Donc, moi qui dirige une coalition, mais quand même, je dois rendre compte aussi aux membres de la coalition. Donc, nous sommes tous des mandatés. Nous nous sommes dit, écoutez, nous sommes revenus autour de la table. On a dit que, écoutez, nous ne pouvons pas décider de vous dire qu'on va vous donner 10 jours ou pas. Bien. On vous reviendra plus tard. Laissez-nous le temps de rendre compte. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on ne lui a pas donné 10 jours. On n'a pas dit qu'on était d'accord sur les 10 jours, qu'on allait se concerter plus tôt. Et qu'on allait le revenir. Et entre-temps, vous voyez qu'il a rencontré l'autre parti. Exactement. Est-ce que c'est ce qui a donc, si vous voulez, occasionné votre décision de vous retirer? Ou entre-temps, vous avez rendu compte à vos coalitions, il y a d'autres raisons qui ont fait que vous vous êtes retiré, autre que le fait qu'il a rencontré, n'est-ce pas, les autres coalitions et programmé par la suite cette réunion de présentation de l'évolution du chronogramme? Nous nous sommes dit, certainement, d'abord on a eu la réunion de haut niveau, c'est-à-dire ce sont les leaders des coalitions. C'est ce jour-là que ça a été décidé. Ce n'est même pas le jour qu'on a quitté. Les leaders des 6 coalitions membres des forces vives de Exactement.
excepté un qui n'était pas sur la plateforme, mais je crois qu'il a été consulté aussi. Donc, nous nous sommes concertés. On a vu l'évolution et on sait ce qui se passe à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ils n'ont jamais arrêté depuis qu'ils ont commencé. Et d'ailleurs, le CNRD nous a imposé ces 10 points depuis le début. Quand il a convoqué tous les acteurs politiques et sociaux au Palais du Peuple, on a parlé de refondation. Ils sont restés dans cet esprit. On nous l'a imposé. On a imposé cela aussi à la communauté internationale. Nous avons dénoncé ça, nous, en tant que coalition. Nous avions fait des écrits, d'ailleurs, et à la CEDEAO, dénonçant cet accord qui n'avait pas lieu d'être. L'accord devait être entre le CNRD et les forces vives de la nation, comme stipulé à l'article 77 de la charte de la transition. Mais nous avons pris acte, puisque la CEDEAO s'est engagée dans ça, en disant qu'elle allait veiller à l'application, à ce quand même qu'on respecte le chronogramme. Mais, étant autour de la table, après 43 jours, après 5 rounds, rien n'a bougé. Absolument rien. Absolument rien. Donc nous nous sommes dit que, écoutez, pourquoi continuer à leur donner le temps? D'ailleurs, vous voulez le souligner, qu'ils avaient déjà appelé encore leurs partenaires, je veux dire partenaires politiques et sociaux. Nous, c'est comme ça, nous à une réunion, et qui sont en train de discuter de la suite. Est-ce que c'est la goutte qui a donc débordé? C'est important. Est-ce que c'est cette réunion qui vous a finalement énervé? Après, vous vous êtes dit, bon, non, pas du tout. C'est pas la peine. Pas du tout. Ça n'a rien à voir? Non, ça n'a absolument rien à voir. Je peux vous garantir cela. Parce que quand on a discuté au haut niveau, nous n'avons même pas parlé de ça. On savait déjà qu'ils continuaient. D'accord. Quand ils ont sorti de l'argent pour dire qu'ils vont vulgariser leur programme, on savait tout cela depuis longtemps. Bien. On suivait. Ce n'est pas ça qui a fait déborder. Bien, c'est important. Pourquoi attendre que le Premier ministre rencontre d'abord les partis politiques ayant pris part au premier cadre de dialogue interguinéen tenu entre novembre et décembre pour finalement décider de vous retirer des pourparlers avec ce dernier? Je vais faire une confidence. J'ai dit personnellement au Premier ministre, lors d'une de nos discussions, je crois que c'était le 3e round d'ailleurs, je l'ai dit devant tout le monde. J'ai dit, monsieur le Premier ministre, vous êtes disposé, nous vous donnons crédit pour ça. Vous venez seul, mais vous avez des problèmes dans votre propre camp. Vous continuez à dérouler votre programme. On ne vous fait pas confiance. Pour une fois, il s'est énervé, il a dit, bon, si vous ne faites pas que je me lève. Tout le monde a dit, non, tu as mal parlé. J'ai dit encore, on ne vous fait pas confiance. Nous prenons acte de votre bonne volonté de venir autour de la table discuter avec nous. Vous êtes simple. C'est un crédit pour vous. Mais on ne vous fait pas confiance. Un Premier ministre qui vient, qui dit que je ne suis pas informé, il s'informe. Et après, c'est son ministre de la Justice qui n'est même pas dans le pays, qui intime à ses collaborateurs de ne pas répondre à l'appel du Premier ministre. Ça, c'est quel gouvernement? Ou il est chef du gouvernement, ou il est chef de lui-même. Donc, quand j'ai dit ça, on m'a dit que j'avais très mal parlé, même les religieux. On a dit, mais ça ne doit pas sortir de là. Aujourd'hui, ça doit sortir parce qu'ils savent. Ils ont dit que j'étais un va-t-en-guerre. J'ai dit, non, je vous dis comme je pense, c'est la réalité. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Il y avait eu des incidents autour de la table, mais nous nous sommes toujours tus. Et d'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour m'excuser auprès de vous. Certains parmi vous, je crois, m'ont invité souvent. Exactement. Et que c'est pas un refus, mais j'avais le devoir de réserve. Parce qu'on nous a dit que tous ceux qui participent aux négociations ne devaient parler à aucun média. Vous ne m'avez vu pas. Et vous avez respecté cette consigne-là. Donc, ce que nous avons fait, c'est pour le respect des religieux qui étaient convaincus de pouvoir faire quelque chose. Mais nous, on doutait. Donc, c'est ceux-là qui restaient. La population sait déjà. Elle est avec nous. Elle sait que nous avons raison. Donc, comme les religieux sont là et ils pensent que nous sommes tous des fils du pays, nous avons du respect pour la religion. Pourquoi ces religieux ne se sont plus exprimés sur cette médiation? Ben, demandez-leur. Oui, mais vous avez dû parler peut-être en off avec eux. Non, je vous dis, non, écoutez, ce que je me suis dit avec eux, je ne peux pas vous le dire sur le plateau. Je vous dis simplement, je pense qu'ils sont un peu embarrassés, ils ne savent pas quoi faire. Parce que c'est eux qui nous ont dit chaque fois, restez derrière nous, restez derrière nous. On va obtenir quelque chose. Voilà. Et dans leur communication d'ailleurs, chaque fois ils disent que ce qui n'était pas possible hier est possible maintenant.
Nous, on était là, on regardait, bon, peut-être qu'ils ont des informations que nous n'avons pas. Ouais. Malheureusement, ils n'ont rien obtenu. Absolument rien. Est-ce que depuis l'annonce de votre retrait, les religieux vous ont contacté ou, comme l'a dit le ministre porte-parole du gouvernement hier, le Premier ministre devrait renouer le contact avec vous? Est-ce qu'il y a eu des démarches dans ce sens? Parce qu'il dit, encore dans le même compte rendu, il a promis de prendre contact avec les différents acteurs dès cet après-midi pour voir dans quelle mesure le dialogue va se poursuivre pour permettre l'aboutissement de ces discussions. Est-ce que dès hier après-midi, vous avez été contacté? Nous, personnellement, non. Et je ne crois pas que nos amis aient été contactés non plus. Pourquoi? Parce que sinon, ils nous auraient dit. Ça, c'est un. Deuxièmement, je peux vous rassurer d'une chose, la confiance n'est plus là. On n'avait pas confiance, en fait, mais on donnait quand même un peu de crédit. Quand une même. Chance, une chance, voilà, à la démarche des religieux. Mais qu'est-ce qu'ils vont nous donner de plus? On a déjà tout dit, ils ont tout étudié. La seule chose qu'il reste à faire... Il n'y a plus de théorie à faire. Exactement. C'est que de la pratique. Si vous voulez qu'on rentre dans le fond des dossiers, on peut en parler. Je vous dis honnêtement parlant, le problème de la Guinée, c'est la justice même. Au cas où il vous recontacterait, quelle va être votre réaction, puisque vous parlez d'un manque de confiance du concret désormais? Écoutez, moi je ne peux pas vous répondre sur ça puisque c'est un truc de force vive. Je ne suis pas le seul, je suis un sixième si vous voulez. Je représente une des entités. Je ne peux pas vous répondre. Ça, c'est une décision qui sera prise à un haut niveau. Mais je peux simplement vous dire que cette fois-ci, ils ont galvanisé les forces vives et les leaders et les militants, les gens n'ont plus confiance. La seule chose qui leur reste, c'est faire ce qui a été dit. S'ils appliquent tout ça, peut-être à ce moment, toutes nos revendications, il n'y a plus de raison d'aller à une confrontation, en tout cas à une manifestation. Bien. Mais si cela n'est pas fait, moi je ne crois pas qu'il y ait une chance de dire qu'on ne va pas quand même manifester. Bien. Oui, Basekou. Justement, sur la reprise de ces séries de manifestations, on a reçu hier Baouri, le président de l'UDRG, qui a participé au premier round de ce cadre de dialogue inter-guinéen, qui dit que les forces vives doivent changer de paradigme, doivent changer de stratégie, parce que ces manifestations se soldent souvent par des cas de mort, des violences, des destructions de biens, et qu'en réalité, il n'y a pas lieu de manifester, mais plutôt de comprendre la volonté qui est exprimée par les autorités. Et que c'est l'avis de plusieurs observateurs aujourd'hui. Est-ce qu'il y a lieu sincèrement de manifester, de ne pas donner une chance encore aux négociations, un brin d'espoir? Je crois plutôt qu'il aurait dû nous proposer autre chose. Parce que nous, légalement, ce que nous avons sur la table, ce que nous avons, on ne peut user que ce droit de manifester. C'est tout. Maintenant, qui tue qui? Je vais revenir un peu sur au moment où on était au niveau des forces, l'opposition républicaine. Nous avons organisé une fois ici une manifestation qui était quand même autorisée, je peux dire ainsi. On a commencé à Koza jusqu'à Bambeto. Il n'y a pas eu un seul mort, il n'y a pas eu une destruction. C'est nous-mêmes, à l'époque, qui faisions... qui encadrions les manifestants. Oui. Nous sommes partis jusqu'au niveau du stade. Non, on n'était pas arrivé au stade. Hamdallah. C'est Hamdallah, on avait un grand dispositif. On a dit, bon, on s'arrête là, on retourne. On était avec les Fodé Oussou, les Makanera étaient avec nous, nous tous. Et j'ai été même convoqué après, avec certains. On a été convoqué à la justice. Après, ils ont laissé tomber. Il n'y a pas eu un seul. C'est le soir, quand les gens sont rentrés, que les forces de l'ordre sont rentrées dans les quartiers pour tirer. Ce sont les forces de défense et de sécurité qui sont censées défendre la population et le pays, qui rentrent pour terroriser la population à Bambeto et à Chos. Donc, ce n'est pas nous. Nous, c'est notre droit de manifestation. On a dit de manifester, on a dit que c'est des manifestations pacifiques. Nous en prenons la responsabilité, qu'ils ne se montrent pas, qu'ils nous laissent faire. S'ils nous autorisent, je vous garantis une seule chose, on va sortir à Conakry ici, dans le grand, plus de 2 millions de personnes. Bien. Oui. Alors oui, on va continuer. Oui, peut-être pour une autre question. C'est une série de manifestations à l'intérieur et à Conakry. Et le constat est à Conakry, quand c'est les manifestations, c'est l'Arc le Prince qui est animé. Et souvent, quand c'est l'autoroute, il n'y a rien. Est-ce que désormais, on va s'attendre à ce qu'il y ait équilibre entre les grandes voies de l'axe et l'autoroute en cas de manif? Est-ce que vous avez commencé les préparations? Est-ce que vous allez peut-être aller avec les autorités pour les modalités de manifester? Écoutez, tout cela déjà est en cours. Ça, je peux vous garantir.
Nous avons aujourd'hui, si certains au niveau de l'autoroute ne manifestaient pas aujourd'hui, les choses ont changé. Il n'y a pas qu'à Conakry seulement, ou sur l'autoroute seulement, même à l'intérieur du pays. Vous-même, vous avez vu ces derniers temps, on n'a pas que des problèmes politiques, il y a des problèmes sociaux. Bien. Donc, tout le monde est dessus de cette transition. Nous avons demandé simplement aux gens de sortir de façon pacifique et de dire que nous ne sommes pas d'accord avec la façon avec laquelle la transition est en train d'être conduite. Il est important aussi qu'on cherche à savoir, est-ce qu'entre-temps, parce que vous avez dit que la confiance, elle est totalement rompue, s'il doit y avoir d'intermédiaires crédibles désormais, c'est la CEDEAO. Donc, est-ce qu'entre-temps, la CEDEAO elle-même a décidé de vous contacter pour savoir si elle peut réactiver sa médiation à travers, bien entendu, le médiateur désigné à date? À date, je ne suis pas informé. Bien. Alors, les 10 jours que le Premier ministre s'est donné selon Ousmane Gawal, et puisque vous semblez le confirmer, pour vous faire un retour par rapport à vos préalables, ces 10 jours sont censés expirer ce vendredi. Est-ce que si sur vos trois grands préalables, l'arrêt des harcèlements avec la levée du contrôle judiciaire des leaders, le cas Foniki Mangué et compagnie et l'interdiction des manifestations, si une concession est faite sur un de ces points, est-ce qu'il y a une chance que vous reveniez à la médiation des ou que vous suspendiez tout de même le mot d'ordre? Honnêtement, je ne saurais vous répondre parce que cette décision ne dépend pas que de moi. Oui. Vous comprenez? Est-ce que d'emblée vous tenez à ce que tous vos préalables soient satisfaits à la fois? Moi, si on me demande personnellement, c'est ce que je veux. Bien. Parce que nous avons donné la chance. Ils auraient pu aller graduellement depuis qu'on a commencé. Imaginez qu'ils avaient ils avaient commencé par lever les contrôles judiciaires. On a dit, bon, écoutez, ça commence à aller. Et après, les dossiers les plus difficiles pour eux, ce sont les dossiers de la CRIEF. Nous avons dit, et je répète ici, nous ne sommes pas contre que les gens aillent s'expliquer devant la CRIEF. Pas du tout. Ceux qui sont à la CRIEF, ils sont là depuis plus d'1 an. La loi dispose qu'ils devaient être là maximum 8 mois. Ils devaient être devant la barre pour être jugés. Mais ils ont attendu après les 8 mois pour ouvrir. Ça veut dire que la justice est en faute ici. Qu'est-ce qu'on demande? Il y a des malades parmi eux, laissez-les rentrer chez eux, continuez. Qu'ils ne sortent pas du pays si vous voulez, mais qu'ils soient dans leur famille. Dans leur famille. C'est ce qu'on a demandé concernant ceux-là. Ouais. Ils disent non. Et vous n'avez pas demandé qu'on efface leur charge. Parce que dans l'opinion, ça sera contre. Eux-mêmes d'ailleurs, ils veulent être jugés. Voilà. Parce il y a tellement de trucs autour d'eux, ils se disent que leur honneur a été sali, souillé. Donc ils veulent laver leur honneur. Eux-mêmes, ils veulent aller. Voilà. Mais pas dans ces conditions. Ils sont incarcérés et ce n'est pas humain. Donc nous avons demandé cela et voilà où nous en sommes. Et si vous avez un message, une fois encore, à l'endroit de Mamadi Doumbouya lui-même, alors pour que plus ou moins les choses aillent, pour qu'on évite une fois encore, comme on a dit, le pire, parce que c'est une série de manifs, on ne sait pas ce qui peut se passer, comment les choses peuvent s'arrêter, quelle tournure elles peuvent prendre. Un message au bout d'1 minute à l'endroit de Mamadi Doumbouya. Le message que j'ai pour le colonel Mamadi Doumbouya, il peut encore rattraper la transition. Il peut la remettre sur les rails. Comme il avait dit, ce serait la justice et la boussole de la transition. Tout le monde sait que cette boussole-là est déjà... elle a dérapé, elle a déraillé. Donc, ce que nous voulons, c'est qu'il accepte nos conditions, ce que nous avons posé ici comme conditions, entièrement, et qu'ils reviennent et qu'on soit autour de la table. Nous voulons dorénavant qu'il y ait un autre cadre de dialogue. Ce cadre de dialogue, les gens disent que si on ouvre un autre cadre, ça va être plus que encore, ça va prolonger la transition. Pas du tout. On peut faire cette transition en 6 mois, au maximum en 1 an, on a de nouvelles élections. Ça, c'est clair et net. Bien. Mais j'ai l'impression qu'ils mettent en avant, comme l'a dit un de mes prédécesseurs, le rançon du retour à l'ordre constitutionnel. On met la barre très haut. Les élections qu'il y a eu en Guinée, au temps de Alpha, c'était 400 milliards de francs guinéens qu'il avait mis pour les législatives et les présidentielles. Et le référendum, 400 milliards. Le ministre du budget, vous savez que j'étais député de la 9e législature, je sais, ça y est dans le Botin. Nous avons vu ça. C'est après, comme ça ne suffisait pas, les 100 milliards ont été fournis par le président Alpha Condé à l'époque. Comme rallonge de son budget de souveraineté. Bien. Donc nous savons cela. Donc il ne peut pas venir, ça c'est l'équivalent de 400 milliards, c'est 50 millions de dollars.
on peut venir nous arnaquer ici avec 600 millions de dollars. Ça veut dire quoi? Qu'ils ne veulent pas vraiment quitter le pouvoir. Encore qu'il faut rappeler que les 600 millions, ce n'est pas que l'angle électoral, mais il y a les autres activités qui sont... Oui, mais ces activités, ils n'en ont pas besoin. Voilà. Je vous dis pourquoi ils n'en ont pas besoin. Non, ça, on le sait. Voilà. Ils ne sont pas forcément liés. Et dernière question, est-ce que vous avez vraiment besoin, sans filtre, de rencontrer Mamadi Doumbouya lui-même, en fait, face à face? Je parle des forces vives là. Est-ce que souvent vous parlez de ça? Est-ce que c'est aussi une demande cachée? Vous voulez qu'il... Non, on n'a jamais parlé de ça. Bien. On n'a jamais parlé de ça. Mais si cela pouvait être le dernier recours, pourquoi pas? Sans filtre et qu'on en discute. Je crois d'ailleurs qu'il y a tellement d'intermédiaires entre nous. Et comme c'est lui le décideur, je pense que c'est une possibilité qu'il y pense lui-même. Donc c'est un appel. Voilà, si le président Mamadi Doumbouya écoute donc cette autre interpellation, cela relève tout simplement de l'humilité qui s'y est donc et qu'on attend d'un chef d'État, de les recevoir, de les écouter, puisque ce sont des fils aussi du pays. On espère bien que cela peut être possible. Merci M. Diallo en attendant d'être passé dans cette émission. C'est moi qui vous remercie. Une fois de plus, maintenant je suis disponible, donc on le fera. Vous avez compris. Merci. Bien. Merci beaucoup et on va passer à notre deuxième invité du jour.